Bonjour à tous, merci d'avoir choisi IPAE pour la préparation au concours des EVC dans le cadre de la PAE en médecine générale. Je m'appelle Julien Romer et je suis interniste à l'hôpital Bichat. Et donc, je vais aujourd'hui vous parler en à peu près 20-25 minutes d'un item qui est fondamental puisqu'il s'agit de l'anémie. C'est un item fondamental parce que c'est de la pratique clinique quotidienne en ville et à l'hôpital. Et puisque c'est une des questions les plus récurrentes au concours, qu'il faut savoir traiter à peu près dans tous les sens et qui est parfois très utile pour s'orienter dans des situations cliniques. Donc c'est un rappel de cours que j'ai surtout axé sur comment structurer votre pensée devant une anémie pour vous savoir vraiment vous orienter dans les cases. Après, je ne vais pas dans chaque case à fond parce que ça serait trop long. Il y a plein de référentiels pour ça. Mais c'est vraiment savoir comment s'orienter et savoir les éléments de choix diagnostic, sachant que dans ce concours, c'est rare qu'on demande d'aller extrêmement loin dans la précision de telle pathologie. C'est vraiment avoir les bons réflexes et puis savoir vraiment être méthodique dans sa façon de répondre. Allez, on va commencer. Donc tout d'abord, bon, il faut connaître à peu près les normes, enfin même précisément les normes de l'hémogramme. Il n'y a pas tellement de référentiels ancrés dans le marbre en France. Il y avait un référentiel qui datait des années 90 et puis une publication de 2014 qui avait repris beaucoup de volontaires sains pour essayer de faire des normes. Donc je vous les ai mis là. Euh, voilà, globalement. Quand on retient 13 grammes chez un homme, 12 grammes chez une femme pour l'hémoglobine, c'est pas mal. Puis comme ça, vous avez les normes pour les autres lignées. Puis, avant de parler d'anémie, il faut toujours se méfier et savoir faire un pas de côté en disant est-ce que je suis pas face à une fausse anémie dans des contextes particuliers. Alors, la grossesse en est un qui est très connu, mais d'autres facteurs d'hémodilution peuvent faire baisser le chiffre d'hémoglobine sans qu'il y ait une authentique anémie. Et donc, c'est essentiellement les états d'anasarque et de décompensation cardiaque importants. Et puis, de temps en temps, la pression oncotique importante générée par une protéine anormale dans le sang, par exemple dans un contexte de pic monoclonal, ça peut faire baisser l'hémoglobine de façon artificielle. On en reparlera dans le topo sur les immunoglobulines. Enfin, l'hypersplénisme peut entraîner à la fois une thrombopénie, mais aussi une anémie par captation un peu plus rapide des globules rouges. Et donc, ça peut faire partie des causes de fausse anémie. Euh, Souvent, dans l'anémie, on a tendance à foncer dans l'étiologie et on a tendance à foncer vers le bilan étiologique. Il faut toujours faire un stop par la clinique et l'urgence. C'est là-dessus qu'on vous attendra. Donc, le syndrome anémique, il est variable, il dépend de plein de choses il se décline sous forme de plusieurs appareils. Il y a les signes généraux avec la fatigue, les malaises, les signes cardiaques avec évidemment la tachycardie, le souffle à l'auscultation, la dyspnée d'effort jusqu'à la douleur angineuse en cas d'anémie marquée chez, par exemple, des patients coronariens. Et puis des signes un peu neuro avec des acouphènes, des vertiges, un ralentissement psychomoteur ou des céphalées. Bien sûr, sur le plan cutané, il y a la pâleur cutanée au mucus caractéristique. Et puis, ça, c'est des symptômes qui sont liés à l'anémie, mais il ne faut pas aussi oublier que l'anémie, elle peut décompenser une maladie qui est sous-jacente, notamment dans un cadre d'insuffisance cardiaque ou d'angor, où des événements aigus peuvent arriver décompensés par l'anémie. Et donc, ce syndrome anémique qui est variable, qui peut toucher plusieurs appareils, il va dépendre du mode d'arrivée de l'anémie et de son ancienneté. Une anémie d'apparition brutale va être plus bruyante, va donner plus de symptômes. Et puis, ça va dépendre du terrain. C'est pas tout à fait la même chose chez un cardiopathe de 80 ans que chez une femme jeune. Donc, il faut savoir retrouver ces éléments-là à l'interrogatoire et les demander s'ils ne sont pas donnés parce que ça change complètement la prise en charge. Et quand c'est mal toléré, quand c'est visiblement mal toléré avec des douleurs thoraciques, de la dyspnée, il faut transfuser les patients. Alors, sauf quelques cas où la transfusion n'est pas le traitement, en tout cas, il faut corriger l'anémie de façon rapide. Et dans ces cas-là, on a souvent encore la transfusion. Il y a quelques recommandations qui datent de 2015 de l'HAS pour
pour des seuils transfusionnels qui dépendent un peu de situations spécifiques. Globalement, celui des gériatres est assez bien et peut être pas mal à étendre à la population générale, notamment en gros, si on n'a pas de maladie, pas de comorbidité, c'est 7 grammes qui correspond à un bon seuil, 8 grammes chez les patients qui sont coronariens stables ou insuffisants cardiaques, et puis 10 grammes s'il y a un souci clinique. Vous voyez, en réanimation, même en cas de coronaropathie, on garde 7 grammes, ça a été montré dans un New England il y a quelques années. Et puis, cette recommandation d'hémopathie maligne qui dit 8 grammes, bon, l'idée est à peu près la même. Il faut également retenir que lors d'une carence martiale, même si l'anémie est profonde, tant qu'on peut, il faut avant tout supplémenter en fer et ne pas transfuser. Il faut se rappeler que la transfusion n'est pas un traitement anodin et peut se compliquer de complications à la fois cardiovasculaires, comme de la surcharge, mais aussi immunologiques, et puis peut gêner les transfusions ultérieures. En tout cas, ce qu'on vous demande quand vous avez un dossier d'anémie, c'est de se poser la question de la transfusion. Est-ce qu'elle a du sens à un moment donné? Et si oui, il faut toujours l'anticiper. Et donc, penser à grouper le patient et lui demander des RAI, qui permettra de ne pas les attendre quand on aura besoin de la transfuser tout de suite. Une fois qu'on a fait ce pas de côté vers la clinique et vers l'éventualité d'une transfusion, il faut faire l'enquête de cette anémie. Et donc, il y a tout un tas d'arbres diagnostiques qui existent, qui sont en général tous très bien, puisque ça se prête très bien à la réalisation d'arbres diagnostiques, ce symptôme. Celui-là est disponible sur le site Médecine Générale sur Internet, et il est pas faux, mais je vais tenter de vous le simplifier encore plus pour que ça soit vraiment des cases dans votre tête, extrêmement claires, extrêmement distinctes, et qu'il y en ait un peu moins que ça. Peut-être qu'il y aura moins les maladies rares en évidence, mais vraiment, en tout cas dans la pratique fréquente, c'est encore plus simple que ça. Et donc, ça tient là-dedans. En fait, il y a 3 grands cadres et puis quelques sous-cadres à retenir. Et donc, on va les explorer un par un. Vous le savez, quand il y a une anémie, en général, il faut commencer par regarder la taille des globules, le volume globulaire moyen, qui permet de se distinguer entre une anémie qui est microcytaire ou une anémie qui est normocytaire ou macrocytaire. La microcytose est définie en dessous de 80 femtolitres, et donc cette case diagnostique-là, elle est écrasée par 2 étiologies qui vraiment écrasent le reste, que sont la carence martiale et l'inflammation. C'est vraiment la plupart des patients qu'on voit. Il y a une 3e étiologie qui est fréquente, qui est la thalassémie, mais qu'il faut savoir évoquer selon un contexte. Et puis, il y a des raretés, que sont le saturnisme et la carence en vitamine B6, dont je ne reparlerai pas, parce que vraiment, ce n'est pas la pratique courante. Ce qu'il faut savoir évoquer, c'est la carence martiale. C'est le plus fréquent. Il y a la clinique qui se surajoute au syndrome anémique dans une carence martiale, qui est de la fragilité des ongles, la fragilité des cheveux, une fatigabilité qui peut être indépendante de l'anémie. Il y a des gens qui ont une carence martiale sans anémie et qui sont fatigués. Parfois un syndrome des jambes sans repos, parfois une perlèche. La cause, elle dépend du terrain. Chez la femme qui est réglée, c'est le plus souvent gynécologique. Le plus souvent, c'est des règles abondantes. Il y a des scores, des interrogatoires qui permettent d'évaluer ça. Il y a un score d'IgAN qui est disponible sur Internet. Puis assez rapidement, il faut éventuellement faire une échographie gynécologique et une consultation chez le gynécologue pour rechercher des fibromes et des causes de ménorrhagie. Et puis chez soit la femme qui n'est plus en âge de procréer, soit l'homme, la cause est autre. Alors c'est souvent digestif, notamment chez l'homme. Ça peut être des métrorragies chez la femme âgée. Il faut penser à poser la question. Et on se concentre après souvent sur la sphère digestive, avec soit des saignements hauts, que ce soit de l'ulcère. Il faut toujours penser aux AINS, aux médicaments qui favorisent les ulcères, ou dans un contexte plus particulier, de l'hypertension portale avec des varices œsophagiennes qui saignent à bas bruit. Donc ça serait dans un contexte éthylique, par exemple. Et après, dans le reste du tube digestif, ce qui marche partout, c'est les polypes, les cancers, les angiodysplasies. Et puis certaines maladies particulières, soit des maladies inflammatoires du tube digestif qui peuvent se révéler par une carence martiale, soit éventuellement la maladie cœliaque qu'on recherche assez volontiers. Là, encore une fois, on a fait la plupart des causes. Il y a des causes plus rares, notamment les excès alimentaires de consommation de thé, de café, des grandes carences d'apport, bon, c'est assez rare. Et puis des choses plutôt anecdotiques que sont la pica
Les PICA, c'est l'ensemble des troubles du comportement alimentaire liés à la carence martiale. Alors, on ne sait pas trop, c'est débattu de savoir si c'est une cause ou une conséquence. Est-ce que la carence martiale donne envie de manger de la terre ou des glaçons, ou est-ce que c'est le fait de manger de la terre ou des glaçons qui cause la carence martiale? C'est probablement auto-entretenu. En tout cas, c'est rarissime. Et puis, il y a quelques causes encore plus rares, psychiatriques, comme le syndrome de l'asthénie de Ferjol, avec une carence martiale induite par des autosaignées ou des maladies génétiques rares de type IRIDA, qui correspond à une carence martiale qui ne répond pas à la recharge en fer. Tout ça, c'est anecdotique. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les causes gynécologiques et les causes digestives. Le bilan d'une anémie microcytaire va passer par essentiellement la réalisation de 2 examens, que sont la ferritine et la CRP. Et donc, le couple ferritine-CRP permet la plupart du temps de s'orienter sur les causes. La ferritine étant le reflet de la charge en fer dans le corps, et la CRP, un marqueur très sensible du syndrome inflammatoire. Et donc, dans un cas de carence martiale, en général, la CRP est normale et la ferritine est basse. Le fer est bas aussi, le coefficient de saturation de la transférine est souvent très bas, toujours inférieur à 20%, parfois inférieur à 10%. Le traitement repose sur la supplémentation martiale, en général Peros, si on peut, avec 4 mois de recharge par 200 mg de fer élément par jour. Il faut bien prévenir les patients que c'est cause de douleur abdominale, surtout quand on le prend en dehors des repas, ce qui est le meilleur moment pour l'absorption du fer, mais ce qui peut causer des douleurs abdominales. Et en général, c'est amélioré quand on le prend pendant le repas. Ça recharge moins bien, mais ça fait moins mal. Il y a des possibilités de recharger par voie intraveineuse à l'hôpital. C'est interdit en ville maintenant parce qu'il y a des allergies parfois sévères, et donc c'est uniquement réservé à l'hôpital. L'autre grande cas, c'est l'anémie inflammatoire. C'est très fréquent, c'est rarement très microcytaire, et c'est même parfois normocytaire. Il y a plusieurs marqueurs de l'inflammation. Je vous ai parlé de la CRP, c'est le plus important. La CRP augmente dans ces cas-là et est très sensible. Il y a d'autres protéines de l'inflammation, comme les lactoglobines ou le fibrinogène, qui permettent de se repérer si on n'a pas la CRP. En fait, dans ce contexte-là, il y a une séquestration du fer par les macrophages inflammatoires, ce qui fait que le stock de fer dans le corps augmente virtuellement, et donc c'est pour ça que la ferritine monte au cours de l'inflammation, et donc ça fait une grosse différence avec la carence martiale. Et puis le fer qui est séquestré n'est plus disponible pour faire de l'hématopoïèse, c'est pour ça qu'il y a une anémie. Parfois, elle peut s'intriquer avec d'autres causes d'anémie. Et puis, une petite façon de faire la part des choses quand il y a une carence martiale associée, c'est de doser le récepteur soluble de la transférine qui est très élevé en cas de carence martiale. Encore une fois, c'est un examen plutôt rarement utilisé. Le traitement de cette anémie, c'est le traitement de la cause de l'inflammation, qu'elle soit d'origine infectieuse ou inflammatoire, néoplasique, tout ce qu'on peut imaginer. Un mot sur les thalassémies, qui sont dans ces cas de découverte-là souvent des thalassémies mineures, parce que dans les thalassémies majeures, il y a une microcytose qui est très profonde, et donc qui ne pose pas vraiment de problème diagnostic. Quoi qu'il en soit, la microcytose dans les thalassémies est souvent plus marquée que dans les autres anémies microcytaires. Je rappelle que l'hémoglobine est constituée de 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Et donc, dans l'alpha-thalassémie, quand il manque 2 chaînes, ça fait un trait thalassémique, alpha-thalassémique. Et quand il manque une chaîne bêta, c'est bêta-thalassémique. Et la différence se fait à l'électrophorèse de l'hémoglobine. Le petit piège à bien noter, c'est qu'il faut bien recharger en fer et corriger l'inflammation avant de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et lorsqu'on a une élévation de l'HbA2 qui est supérieure à 3%, ça oriente vers une bêta-thalassémie. Le diagnostic qui doit être évoqué effectivement en fonction de l'origine géographique des patients. Je vous ai remis des cartes des alpha et des bêta-thalassémies, mais il n'y en a pas partout dans le monde. Il n'y a pas de traitement pour cette thalassémie mineure. Donc, une fois qu'on a fait ce pan diagnostic des anémies microcytaires, il y a les anémies qui sont normocytaires et macrocytaires. On les met dans le même sac parce que les limites sont plus floues, mais vous verrez qu'il y a des causes typiquement macrocytaires et on reviendra dessus. Je voudrais commencer par donc le premier examen à faire dans ces cas-là, qui est le dosage des réticulocytes. Les réticulocytes, c'est le progéniteur des globules rouges, et donc ça permet de savoir si l'anémie est d'origine centrale ou périphérique, et donc on dit régénératif ou arégénératif. Et donc une réticulocytose supérieure à 120 ou 150, ça dépend un peu des référentiels, mais c'est pas très important. Souvent, c'est plus caricatural que ça, en tout cas dans les dossiers.
c'est ce qui caractérise une anémie régénérative. Et dans ces cas-là, il faut réfléchir vite parce que c'est en général une cause urgente. Et donc, il y a deux cas de figure, soit c'est l'hémolyse, soit c'est l'hémorragie. Il n'y a pas d'autre cas de figure possible. Donc, il faut penser que le malade est en train de saigner activement, et donc il faut réfléchir en conséquence, ou alors qu'il est en train d'hémolyser, ce qui peut être tout aussi grave. Et dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'hémolyse avec trois paramètres que sont l'aptoglobine, la bilirubine et les LDH, qui sont anormaux en cas d'hémolyse, et se guider vers les deux examens à toujours faire devant une hémolyse. Et ça sera toujours un test de Coombs ou un test direct à l'antiglobuline ou un frottis sanguin à la recherche de schizocytes pour mettre en évidence une anémie hémolytique mécanique. 3 mots sur ces paramètres d'hémolyse. L'aptoglobine, c'est une protéine qui complexe l'hémoglobine en intravasculaire dans la circulation et donc qui est évidemment abaissée quand il y a de l'hémoglobine qui est libérée dans la circulation. Se méfier des causes faussement basses d'aptoglobine qui font peur mais qui peuvent être totalement indépendantes d'une hémolyse, notamment le syndrome néphrotique, l'insuffisance hépatocellulaire, toutes ces causes qui font baisser tous les protides peuvent faire baisser l'aptoglobine. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas forcément foncer dans une direction de l'hémolyse. Et puis, l'aptoglobine peut être anormalement normale alors même qu'il y a une hémolyse en cas de syndrome inflammatoire, puisque c'est une protéine qui monte dans l'inflammation. Les LDH sont partie intégrante du contenu intracellulaire d'à peu près toutes les cellules du corps. Donc, dans toute liste cellulaire, il y a une élévation de LDH, que ce soit quand il y a un gros syndrome tumoral, que ce soit quand il y a un syndrome de Lise. Et donc, l'hémolyse ne déroge pas à cette règle. Et puis, la bilirubine libre peut se retrouver élevée dans une maladie fréquente, avec 5% à peu près de la population française qui en est atteinte, qui est la maladie de Gilbert, et qui est absolument sans aucune conséquence, mais qui peut faire monter la bilirubine et donc être un piège diagnostique. Classiquement, on décrit deux tableaux d'hémolyse, deux tableaux biologiques qui sont un peu caricaturaux. Souvent, c'est un petit peu mixte, mais donc l'intravasculaire, c'est classiquement aigu. C'est la douleur qui est révélée par, enfin, c'est le syndrome hémolytique qui est révélé par une douleur lombaire liée à la précipitation d'hémoglobine et d'aptoglobine dans les voies urinaires. Et avec des urines qui sont rouges porto, comme sur la photo, relativement peu d'ictères, mais une aptoglobine qui est effondrée parce qu'elle a été entièrement consommée par l'hémoglobine directement dans intravasculaire. Et puis l'hémolyse intratissulaire, essentiellement dans la rate, c'est quand les macrophages de la rate phagocytent, en fait, mangent des globules rouges qui sont marqués pour diverses raisons en fait, qui peuvent être marquées par des immunoglobulines notamment. Et donc la rate grossit, ça génère une synthèse de bilirubine et l'aptoglobine est un petit peu moins baissée. C'est rarement aussi caricatural que ça, mais elles sont parfois et même souvent classées comme ça. Je vous ai mis une liste d'anémies hémolytiques. Voilà, je ne rentre pas dans les détails de chaque, je vais en détailler quelques-unes par la suite, mais dans les causes intravasculaires, il y a une maladie. Il faut surtout que vous reteniez en gros les accidents transfusionnels, mais le contexte évocateur, les prothèses valvulaires notamment mécaniques qui fait de l'hémolyse en permanence, le palu évidemment, et puis une maladie hématologique rare mais importante à retenir qui est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui correspond à des crises d'hémolyse intravasculaire nocturne. Voilà. En intratissulaire, on a tendance à séparer les hémolyses entre corpusculaires, c'est-à-dire qui dépend du globule rouge. Est-ce que c'est une enzyme qui est déficitaire, comme dans le déficit en G6PD en pyruvate kinase? De temps en temps, c'est donc les thalassémies qui peuvent donner une part d'hémolyse ou surtout la drépanocytose qui donne des anémies hémolytiques à bas bruit. Donc dans le cadre d'un déficit ou une anomalie de l'hémoglobine, ou est-ce que c'est la membrane qui dysfonctionne, comme dans le Minkowski-Chauffard, la sphérocytose héréditaire et puis tout un tas d'elliptocytoses qui sont des maladies rares. En tout cas, il peut y avoir une anomalie du globule rouge ou il peut y avoir quelque chose qui détruit le globule rouge et c'est la situation la plus fréquente avec notamment les causes immunologiques qui ne sont pas si rares que ça, avec des anticorps qui viennent détruire les globules rouges, qui soit les détruire directement, soit les marquer pour qu'ils soient après détruits dans la rate. Et puis, je dirais le plus important en pratique courante et dans les dossiers, parce que c'est le plus grave, les syndromes de microangiopathie thrombotique, sur lesquels je reviens tout de suite. Donc la microangiopathie thrombotique correspond à une activation majeure de l'hémostase primaire liée à plein de causes différentes que je ne détaillerai pas parce que c'est vraiment de la spécialité. Mais en gros,
il faut imaginer que les plaquettes sont collées, vont être attirées sur l'endothélium et donc vont faire des thrombies dans les vaisseaux. Et les globules rouges vont venir s'empaler sur ces thrombies et exploser. Et ça donne bien l'image d'une hémolyse mécanique avec donc des schizocytes circulants qui sont des débris d'hématie. Et cette association de symptômes, donc d'une anémie hémolytique mécanique, d'une thrombopénie par consommation, puisqu'il y a plein de petits agrégats associés à des signes cliniques qui sont la fièvre, modérée mais toujours présente, enfin souvent présente, l'insuffisance rénale qui est un des organes les plus touchés, et puis l'atteinte neurologique, ça fait les 5 points cardinaux de la microangiopathie thrombotique. La microangiopathie thrombotique, c'est un syndrome qui peut être lié à plein de pathologies comme le syndrome hémolytique et urémique, le PTT, mais aussi d'autres maladies qui peuvent donner des syndromes de MAT comme certains médicaments, certaines complications de la grossesse comme l'éclampsie ou certaines poussées hypertensives. Il y en a plein. C'est un monde à part, les maths, mais c'est vraiment une affaire de spécialistes et vous, votre travail, ça va être de savoir l'évoquer et adresser rapidement à l'hôpital puisque c'est une urgence toujours. Dans les autres causes d'hémolyse intratissulaire acquise, disons extracorpusculaires, il y a les causes immunologiques, et donc au premier rang duquel il y a les anémies hémolytiques auto-immunes, une maladie qui n'est pas si rare que ça, et donc qui se diagnostique avec un test de Coombs ou un test direct à l'antiglobuline qui correspond à la détection d'auto-anticorps sur les globules rouges. Si vous avez un intérêt particulier pour cette maladie ou des questions, il y a un protocole national de diagnostic et de soins qui est un référentiel rédigé par le centre de référence qui permettra de répondre à vos questions. Retenez, voilà, pour les grandes orientations de culture générale, que ces anémies hémolytiques auto-immunes, elles peuvent arriver dans 4 grandes classes diagnostiques quand elles sont associées à des maladies. C'est associé au lymphome et aux hémopathies lymphoïdes, c'est associé aux maladies auto-immunes, c'est associé aux infections virales et aux déficits immunitaires. Donc, il y a un bilan qui est assez sommaire, qui est de l'ordre du spécialiste, mais qui correspond à la recherche de ces différentes pathologies-là. Le traitement en général repose sur la corticothérapie pour calmer la réaction immunitaire. Et puis, et voilà. Les causes immunologiques peuvent aussi rentrer dans le cadre des hémolyses post-transfusionnelles, où là encore, c'est une réaction non pas auto, mais allo-immune contre les globules rouges qui sont dans la poche de transfusion. Et c'est globalement à peu près le même mécanisme, mais le contexte est souvent évocateur. Une fois qu'on en a fini avec les causes régénératives, il nous reste le dernier morceau, que sont les causes arégénératives, avec des réticulocytes inférieurs à 120 gigas ou 150 gigas par litre. Et donc là, il faut vraiment faire des grandes cases, sans rentrer parfaitement dans les détails, parce que c'est de l'affaire des hématologues. Par la suite, il faut savoir éliminer les causes simples. Moi, j'aime bien avoir en tête les causes d'anémie macrocytaire, parce que si vous êtes face à une macrocytose, vous avez votre liste dans votre tête et vous êtes sûr de trouver le diagnostic. Et puis après, il faut savoir prescrire un myelogramme. Donc, il faut savoir orienter vers l'hématologue qui va faire le myelogramme. Quand on dit les causes simples, c'est les causes fréquentes et les causes qui sont qui permettent probablement d'éviter la réalisation d'un myelogramme. Et donc, c'est la liste que vous trouvez partout, que sont l'insuffisance rénale chronique, la consommation d'alcool, l'insuffisance surrénale, quelques déficits en vitamines, carences vitaminiques, les médicaments qui peuvent être toxiques pour la moelle, les dysthyroïdies, le syndrome inflammatoire qui, comme je vous ai dit, peut parfois être normocytaire, et puis l'insuffisance hépatocellulaire. Et finalement, il ne faut pas tellement d'examens, et surtout des examens pas compliqués pour faire le bilan de ces causes simples. Au-delà de l'interrogatoire et du contexte, il suffit de vérifier comment fonctionne le foie, le rein, la thyroïde. Est-ce qu'il y a un syndrome inflammatoire? Et puis, est-ce qu'il y a des carences vitaminiques évidentes? Vous trouverez dans certains référentiels l'argumentaire comme quoi il faut parfois faire le myelogramme avant, doser les vitamines, parfois après. En pratique, quand on fait un myelogramme à quelqu'un qui est profondément carencé en vitamine B9 ou en vitamine B12, la moelle, elle est ininterprétable, il faut la refaire après. Donc, il semble légitime de doser ces vitamines avant de faire le myelogramme, qui est quand même pas un geste totalement indolore pour les patients. Une fois qu'on a fait ce bilan-là, on peut s'orienter parfois, notamment quand on a une macrocytose, donc quand le VGM est supérieur à 100 et notamment supérieur à 102, 103, on commence à être dans des causes assez spécifiques. Pour le coup, c'est rare d'avoir une anémie inflammatoire macrocytaire. Et donc là, c'est vraiment les carences vitaminiques qui peuvent donner jusqu'à 110, 115, 120 de VGM. L'alcoolisme chronique, c'est très classique.
le syndrome myélodysplasique, qui est donc une spécialité vraiment de l'hématologue, mais qui correspond à une maladie clonale de la cellule souche hématopoïétique qui n'arrive plus à produire des globules rouges de taille normale et de forme normale, et donc et en quantité normale, et donc les cellules ont une tête de cellules malades, et en plus, il n'y en a pas assez. Et donc ça, c'est une raison d'adresser à l'hématologue. Certains médicaments, notamment les immunosuppresseurs, le méthotrexate, l'imurel ou azatioprine, donnent des macrocytoses. Les dysthyroïdies, surtout l'hypothyroïdie, et puis l'alcool que j'ai mis 2 fois parce que c'est important de s'en rappeler. Attention, le piège de la réticulocytose, quand on a une anémie qui est très régénérative, il peut y avoir une élévation du VGM. Et donc, c'est pour ça que, quelle que soit la cause, quelle que soit la taille du VGM, tant qu'il est au-dessus de 80, on fait les réticulocytes, et c'est seulement après qu'on distingue les causes de macrocytose. Un mot sur la carence en B12, parce que c'est un truc qui tombe souvent, qui est facile à poser comme question, et donc il faut savoir un peu comment ça marche, la B12. Pour vous faire rapidement l'histoire de la vitamine B12, elle est en général portée dans les protéines animales, donc il faut consommer des protéines animales. Elle est ensuite ingérée, dissociée de sa protéine chaperone de l'animal dans l'estomac grâce à l'acidité gastrique. Donc si on n'a pas d'acidité gastrique, il peut y avoir un problème d'absorption. Une fois qu'on a dissocié cette vitamine B12, elle se lie au facteur intrinsèque. Donc si on n'a pas de facteur intrinsèque, c'est encore une cause de carence en vitamine B12. Et ce facteur intrinsèque, il va porter la vitamine B12 jusqu'à l'iléon terminal, donc le bout du tube digestif, pour être absorbé. Donc je viens en vous racontant la chronologie de l'absorption normale, vous voyez tous les endroits où ça peut causer problème. Et donc, si on n'en consomme pas assez, s'il n'y a pas de dissociation à cause de modifications du pH gastrique, notamment par les IPP, si on a un problème de production de facteurs intrinsèques, notamment en cas de gastrite, et la première cause étant la maladie de Birmer, si on n'a pas d'estomac ou pas d'iléon terminal, toutes ces causes-là sont des causes de carence en vitamine B12. On peut mettre un mot particulier sur la consommation de protoxyde d'azote, où il y a vraiment une augmentation en France actuellement des neuropathies liées au protoxyde d'azote. En fait, ça ne donne pas une carence en vitamine B12, ça donne une inactivation de la vitamine B12 avec des tableaux à la fois hématologiques, mais surtout neurologiques gravissimes qu'il faut savoir reconnaître. La clinique de la vitamine B12, c'est la clinique de l'anémie, et parfois, on s'y ajoute une clinique neurologique avec une sclérose combinée de la moelle qui associe un syndrome cordonal postérieur, c'est-à-dire une hypopalesthésie, et puis parfois un syndrome pyramidal avec des réflexes augmentés et un déficit moteur. Ces neuropathies-là, elles sont difficiles de récupération, et donc il faut le diagnostiquer avant. Dans les petits signes élégants de diagnostic de carence en vitamine B12, il y a aussi l'inflammation des muqueuses, et notamment de la glossite dite de Hunter. Le dosage de vitamine B12, il n'est pas parfait, il faut savoir le renouveler. Il y a une zone grise entre 100 et 200, et donc pour cela, on peut s'aider du dosage de l'acide méthylmalonique qui est élevé en cas de carence en vitamine B12 ou d'homocystéine. Enfin, la toute dernière case, quand on a une anémie qui est normocytaire, qui est arégénérative, qui n'a pas de cause évidente, qui n'est pas très macrocytaire, ou en tout cas qui n'a pas de cause évidente, on va au myélogramme, et là, ça devient de la spécialité de l'hématologue, mais on sépare classiquement les moelles riches des moelles pauvres. Les moelles pauvres, c'est lorsque soit il n'y a plus de cellules, et ça c'est en général soit une toxicité médicamenteuse, soit une maladie auto-immune qu'on appelle l'aplasie médulaire, soit remplacée par de la fibrose dans une maladie hématologique qui est la myelofibrose. Mais le plus souvent, la moelle est riche, et donc soit il y a ce dont je vous parlais, une dysfonction des progéniteurs érythroïdes qui font des cellules de mauvaise qualité, mais qui sont là, et donc c'est un syndrome myélodysplasique, c'est fréquent chez la personne âgée. Soit il y a un envahissement par quelque chose, soit des blastes, une leucémie aiguë, soit des cellules extra-hématopoïétiques, comme par exemple un cancer métastatique du sein, de la prostate, ça donne fréquemment des métastases médulaires, ou alors d'un lymphome périphérique qui irait envahir la moelle. Et donc, le myélome, le lymphome peuvent donner des anémies, voire des pancytopénies par ce mécanisme-là. Un mot sur l'érythroblastopénie, qui est une forme d'anémie, c'est-à-dire que c'est une anémie qui est particulièrement régénérative, avec des réticulocytes inférieurs à 20 giga par litre. Le diagnostic, il se porte toujours sur le myélogramme. Donc, quand vous avez une érythroblastopénie, il faut aller confirmer ça au myélogramme, où on voit une diminution ciblée
des progeniteurs rouges. Et donc, il y a plusieurs causes. Ça encore, c'est de l'ordre du spécialiste, mais soit cause congénitale chez l'enfant, soit parfois associé à des tumeurs thymiques, des thymomes qui donnent associé à une érythroblastopénie auto-immune, des syndromes dits de Good, G-O-O-D, des causes auto-immunes qui peuvent un peu s'aligner sur les causes d'anémie hémolytique auto-immune. Et puis la cause infectieuse à retenir, c'est l'infection à parvovirus B19, notamment chez les immunodéprimés, qui peut donner une érythroblastopénie. Donc voilà pour ce cadrage, en tout cas cette structuration du raisonnement face à une anémie. Je ne suis pas rentré à fond dans toutes les hypothèses et dans tous les cadres diagnostiques que vous pouvez retrouver dans les manuels, mais c'est vraiment simplifier votre enquête et que les idées soient claires dans votre tête. Dans une question d'anémie, il faudra toujours penser est-ce que le malade, il faut le transfuser? Est-ce que le malade tolère bien avant même de faire l'enquête? Et penser que s'il faut le transfuser, il faut le grouper. Voilà, il faut toujours penser à la clinique dans l'anémie avant de se lancer dans l'enquête étiologique. Et puis de temps en temps, les causes se croisent, même si c'est le plus souvent pas le cas dans les dossiers. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre par mail. Et voici quelques sources qui m'ont permis de faire cette vidéo. Merci, à bientôt.